Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord et au nom de mes colistiers du jour de remercier Alumi pour ce marathon auquel elle nous a conviés. Et puis, je crois qu'on a la chance de passer juste après, ou en même temps, je ne sais pas, que le Dr Johnson de la NASA. Dr Johnson, on l'a croisé l'année dernière, tous d'ailleurs, euh, avec une belle journée en Normandie, Women in Tech en Normandie. Donc voilà, on lui envoie plein de souvenirs, puis on espère la recroiser bientôt. Je vais vous présenter tout d'abord eh bien mes collègues du jour. D'abord Vanessa Chocteau, directrice de la transformation du programme Transformation Startup chez DocaPost, groupe La Poste. Ensuite, je vais vous présenter Thierry Camara, cofondateur avec Virginie Camara de la startup TipTop, dont il nous parlera tout à l'heure, et aussi d'autres projets. Et puis Emmanuel Dacosta, qui est cofondateur de N-Factory School à Rouen. Voilà pour le point de départ de notre moment d'échange. Alors le thème c'est plus d'inclusion et de proximité grâce à la tech. Vaste sujet, d'autant plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, avec la crise sanitaire qui, je pense, a accentué encore ce côté en fait important de ne pas confronter ces émotions, mais au contraire de davantage les rapprocher en termes de durabilité et puis peut-être aussi de résilience. Voilà, donc ça c'est le sujet de notre moment d'échange. Il va en fait se dérouler en deux temps. D'abord, un temps d'échange avec Emmanuel Dacosta sur le volet vraiment engagement sociétal. Je propose qu'on débute ensemble, Emmanuel. En quelques mots, effectivement, la période actuelle, effectivement, de crise sanitaire, elle révèle un certain nombre d'éléments forts en termes de solidarité, en termes d'engagement sociétal des entreprises. Nous, le groupe La Poste, on est une entreprise que vous connaissez tous et toutes, mais je ne sais pas si vous la connaissez si bien que ça, c'est-à-dire que effectivement, on est une grosse entreprise de 250 000 collaborateurs avec beaucoup de collaborateurs en France, mais aussi pas mal à l'international. On est le premier employeur de France après l'État, mais on est surtout une entreprise qui se transforme énormément avec des métiers traditionnels qui ont vraiment beaucoup évolué et pour certains qui sont en chute d'activité et puis de nouveaux enjeux qui suivent complètement les évolutions de la société, que ce soit des évolutions en termes démographiques, donc avec tout le poids de la silver economy, des évolutions en termes de transition territoriale. On peut parler de logistique urbaine, on en parlera aussi tout à l'heure. Et puis évidemment, tout ce qui concerne le développement du numérique et puis le virage numérique très important que toutes les entreprises ont pris et que nous, on accompagne aussi. On en parlera à la fois avec Vanessa et puis aussi, on va en parler tout de suite sur le volet plus de la solidarité et puis effectivement de l'engagement sociétal. Et donc concrètement, Florence, si je peux me permettre, qu'est-ce que la Poste apporte au territoire? Alors, la Poste, elle est effectivement très territorialisée. Ça veut dire que la Poste aujourd'hui, par exemple en Normandie, puisqu'on va expliquer aussi le chemin de la Normandie et pourquoi on est tous ici aujourd'hui, et notamment avec vous à Rouen cet après-midi. La Poste, en fait, elle est très intégrée. Donc, c'est 10 000 collaborateurs en Normandie, c'est plus de 900 points de contact. Ça veut dire qu'elle va vraiment proposer des services à la population qui sont adaptés effectivement aux différentes sujets de territorialisation et véritablement accompagner tout ce créneau et tout ce développement durable. Alors, je prends des exemples très simples, par exemple, en termes de vie des territoires et en termes de simplification. 3 exemples. Un premier qui peut-être vous n'avez pas forcément plus tous en tête, c'est aujourd'hui, on est un acteur fort qui accompagne les gens dans le passage du code de la route. C'est peut-être quelque chose de pas encore très connu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 million de personnes qui ont passé le code de la route en France, mais aussi bien dans des grandes villes, parce qu'on a ouvert des centres, des bureaux de poste, mais aussi dans la ruralité. Et c'est aussi ça la Poste, c'est aussi cet engagement sociétal et véritablement cet accompagnement des transitions territoriales. C'est aussi, on a dit tout à l'heure, 17 000 points de contact, et puis on a pratiquement 900 en Normandie. C'est aussi des partenariats qu'on crée avec des commerçants. Et en fait, ces partenariats, ils peuvent proposer des services. Ça permet également, de pouvoir assurer le développement des commerçants en leur adjoignant, une rémunération complémentaire et puis en développant aussi leur business. Voilà. Donc ça, c'est véritablement simplifier la vie des territoires. C'est aussi un autre sujet autour du numérique. Véritablement travailler autour de la simplification de la vie du numérique. On en parlera aussi tout à l'heure, mais c'est par exemple Digipost, le coffre-fort numérique avec aujourd'hui plus de 2 800 000 personnes qui sont utilisatrices. Donc vous voyez bien, tous ces sujets-là, ça montre bien ce côté engagement sociétal et développement durable. Quelques exemples aussi en termes de territorialisation, c'est aussi le sujet autour de la logistique urbaine, c'est comment on se réapproprie aujourd'hui et demain toutes ces
toutes ces grandes métropoles, comment on le pratique et comment on le fait de façon à décongestionner et puis à véritablement diminuer la pollution en fait de ces métropoles. Il faut que vous ayez en tête le chiffre important que la Poste aujourd'hui est la première entreprise qui a la flotte de véhicules électriques au monde. C'est aussi une entreprise qui a pris des engagements très forts en termes de réduction des effets de serre et elle va beaucoup plus loin puisqu'aujourd'hui elle s'associe avec toutes les métropoles pour proposer des solutions de livraison beaucoup plus en développement durable, donc c'est-à-dire en clair soit à pied ou alors avec des véhicules effectivement électriques pour véritablement accompagner le développement des villes, mais en restant dans une notion véritablement partagée à la fois d'un point de vue économique, mais en même temps en essayant de diminuer ce volet en fait tellement important et questionnant aujourd'hui de nos métropoles. Alors, à moi maintenant de te poser ces questions autour des sujets de Normandie. Alors, pourquoi on s'est rencontrés? Parce qu'en fait, effectivement, le sujet du numérique, il est intéressant parce qu'on développe de nouveaux services et on l'a vu, c'est le coffre-fort numérique, c'est d'autres sujets, mais il est aussi important pour nous parce que on a un vrai sujet côté poste, c'est comment nous on peut accompagner eh bien les personnes qui restent en panne aujourd'hui dans le numérique. Alors, il y en a un certain nombre, vous avez ces chiffres en tête, on dit que c'est à peu près 15% de la population, c'est des gens en fait des personnes qui soit n'ont pas d'informatique, qui soit n'ont pas par exemple d'imprimant, mais c'est aussi d'autres personnes qui ne savent pas utiliser des logiciels ou parfois qui ont du mal même à remplir des formulaires parce que parfois certains sont assez complexes. D'ailleurs, je pense que vous aussi, vous avez parfois eu du mal à remplir certains documents officiels. Là, l'objectif de la Poste, c'est d'accompagner en fait véritablement ces personnes autour de cette transition numérique d'aujourd'hui, de demain, d'être un peu ces passeurs. Et on a beaucoup d'actions dans ce domaine, que ce soit en ville ou en rural, pour véritablement mettre à disposition des populations un certain nombre d'outils numériques. Et dans ce cadre-là, on s'est rencontrés. Voilà, il y a maintenant quelques années, autour d'un sujet qui nous a semblé essentiel et du travail que vous montiez à Rouen, autour de N-Factory School. Voilà, donc je vais te demander un petit peu de nous raconter la jeunesse de l'école, comment vous en êtes arrivé là, comment vous financez aujourd'hui cette belle école. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Je suis honoré de participer à ce Woman in Tech dont Adelie a su réagir pour transformer un environnement incroyable de 24 heures. Pour répondre à ta question, en fait, N-Factory School, je vais faire un tout petit pas en arrière. C'est qu'en fait, il y a 5 ans, on a créé en région de Normandie, avec 3 autres fondateurs, N-Factory. Donc, N-Factory, c'était une structure, en fait, on était le premier et seul accélérateur normand de start-up. Donc, cette première étape nous a permis, en fait, d'intégrer complètement l'écosystème digital normand. On a pu donc graviter autour de toutes les start-up, mais pas que, des grosses entreprises aussi. Et en fait, on a fait un constat il y a 3 ans, en échangeant pas mal avec eux, d'un terme bien malheureusement connu, qui sont les métiers en tension. Et donc, en discutant avec pas mal d'entreprises, dont les startups, on a constaté qu'ils avaient du mal à recruter des développeurs web et des commerciaux. Et comme nous, on vient un peu du monde aussi de la pédagogie, donc on a eu pour idée de créer une école un petit peu particulière, pour pas dire atypique, qui est donc N-Factory School. Donc N-Factory School, en quoi est-ce qu'elle peut être atypique? La première chose, c'est on était sur une base de nos CV, nos diplômes, puisqu'on parle d'inclusion. Là, une des valeurs d'N-Factory School, c'est quand même d'avoir l'inclusion. On a voulu maintenir cette baseline qui était de dire viens comme tu es. Seule la motivation et le savoir-être en fait de nos candidats nous intéressaient. Ça, c'était une des premières valeurs. On a aussi contribué avec les entreprises à élaborer des programmes, tout simplement pour qu'ils répondent en fait aux besoins qu'ils rencontraient. Et donc, si je m'appuie sur ces 2 valeurs-là d'N-Factory School pour le lancement, les entreprises sont venues naturellement, je dirais, à N-Factory School par rapport aux valeurs qu'on représente, mais aussi, et tout simplement, elles ont bien compris qu'il y avait à la fois des pépites peut-être cachées qu'elles allaient découvrir, puisqu'en fait, on s'est mis aucune limite sur N-Factory School, ni en termes d'âge, ni en termes de parité dont on parlera tout à l'heure, et donc d'expérience. Et donc, pour les entreprises, ça permet de découvrir des talents qu'ils n'auraient peut-être jamais croisés. Donc, ils élaborent les programmes avec nous, ils rencontrent nos candidats, et en effet, c'est ce qui, naturellement, les fait devenir mécènes, en fait, de l'association N-Factory School. Ça, c'est un petit peu la genèse de l'école, il y a 3 ans. Nous sommes dans notre 3e année, en fait. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, ma question. Ça fait 3 ans, donc du coup, est-ce que vous pouvez tirer un premier bilan? Aujourd'hui, tes premiers étudiants, ils sont devenus quoi? Qu'est-ce que vous avez comme retour sur cette mise en œuvre? Ok. En fait, on est donc là, on finit notre 3e année seulement. On est en train de faire bien sûr les suivis.
En termes d'effectifs, depuis 3 ans, il faut savoir quand même que tout était financé sur fonds privés, c'est-à-dire que la scolarité est offerte aux étudiants. On a dû faire en première année 80 élèves et les 2 années suivantes, on est sur une centaine en fait d'élèves. Aujourd'hui, même si on est aux prémices du suivi, et c'est un grand plaisir pour nous, on est sur une sortie positive de 70%. Donc, soit certains ont trouvé vraiment des jobs, CDI ou CDD, et pour d'autres, en fait, ça leur a redonné le chemin, je dirais, de l'école, en fait, en reprenant soit un contrat pro, soit un apprentissage. Mais on est aujourd'hui sur un chiffre de 70% de sorties positives sur les 300 premiers élèves qu'on a pu faire en 3 ans. Donc ça, c'est le constat aujourd'hui. Et on a une certaine ambition pour le futur. Si je peux me permettre, pour revenir un petit peu à l'événement, au sujet et à ce qu'on a pu faire, et peut-être soulever une problématique qui attirera des questions. Lorsqu'on parlait d'inclusion, on s'est mis aucune barrière en âge ou tout autre paramètre. Et en effet, une des valeurs qu'on voulait vraiment défendre depuis le départ, d'où la rencontre aussi avec Ayumi et toi et Women Tech l'année dernière, c'était en effet, on cherchait, ou en tout cas on a essayé d'attirer justement les jeunes demoiselles ou femmes vers cette école et vers les métiers de la tech. Et c'est vrai que le constat qu'on peut faire aujourd'hui, il rejoint un petit peu le chiffre que tu as pu dire tout à l'heure, c'est que malheureusement, avec tous les efforts qu'on a pu faire, en effet, on arrivait à grandement à 15% d'effectifs en fait féminins dans nos promotions. Et donc, c'est vrai qu'on continue de se poser des questions et des actions. Et en tout cas, on est convaincu de quelque chose avec Marie-Maille, bien sûr, qui est là et qui se montrera tout à l'heure. C'est que peut-être qu'à l'instar de différentes autres matières scolaires, peut-être qu'il faut s'y prendre plus tôt avec elle. Et c'est entre autres pour ça qu'on a pu contribuer cette année aussi, par le biais de Marie-Maille, à l'association FACE qui a lancé Wi-Fi, qui sont donc des modules de formation ou d'information plutôt orientés sur les collégiennes pour peut-être justement donner cette fibre. Et l'autre chose dont on est convaincu, et c'est une sorte de masse, on se rend compte que les étudiantes qu'on a pu avoir nous font retour aussi de rôle modèle. Elles cherchent des icônes en fait. Et donc plus on arrivera, je pense, à intégrer tôt cette culture digitale, et plus elles arriveront à se projeter dans des icônes, et on en connaît certains, ou certaines en tout cas, parce que tu parlais de Kristen Johnson tout à l'heure, je pense que c'est ces 2 paramètres-là qui feront que dans nos prochaines promotions, on arrivera à minima à la parité. En tout cas, on est optimiste. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la rentrée prochaine? Il vous manque des entreprises? Sur les 3 premières années, on a aussi appris en marchant, parce que je venais pas de ce monde-là, on était avec notre énergie et notre cœur. On est d'abord fiers de ce qu'on a fait. L'ambition pour la rentrée, elle est simple et certaine. On a des entreprises qui continuent de nous suivre, et je te remercie encore. Et surtout, on est reconnu. Ce qui fait que d'autres acteurs commencent à rentrer dans le jeu du financement. Donc l'ambition pour la rentrée, elle est simple. On ouvre à la rentrée, en tout et pour tout, 6 sections. Donc on a un bachelor sur 3 ans, donc de développeur web. Et comme on a envie d'aller plus loin, on ouvre aussi un master. Il faut juste imaginer, puisqu'on était sur une base de 9 diplômes, que ça peut permettre à certains élèves qui s'étaient égarés de se retrouver derrière avec un master, un bac+5. Donc, on ouvre donc toute cette filière-là sur 5 années, 5 sections différentes. Et on ouvre en parallèle aussi une autre section à laquelle on tient beaucoup, qui s'appelle Assistant Web Marketing, où là, on est sur une formation courte, pareil, sans aucune barrière à l'entrée, à part la motivation et le savoir-être. Et là, on est plutôt en fait en train d'essayer de former des couteaux suisses pour la transition numérique. Et on s'est rendu compte, parce qu'on a déjà fait cette formation-là, qu'il y avait une réelle employabilité immédiate post-formation. Donc voilà pour nos ambitions de la rentrée. D'accord. Les couteaux suisses dont tu parles, c'est vraiment des gens qui vont aider justement certaines personnes à passer ce cap du numérique? Ça peut être multiple. En fait, souvent, on a l'impression que les petites entreprises sont concernées par la fracture numérique et autres. Nous, on a pu constater que ça ne concernait pas que les petites entreprises, mais les grosses, voire très grosses. En fait, ce qu'on essaye de faire sur une formation d'une année, c'est de leur amener tout le bagage digital nécessaire pour qu'ils aient donc les outils, et à chacun de trouver après un peu son affinité, je dirais, vers la voie qu'il veut continuer. Néanmoins, pour certaines sociétés, petites, moyennes ou grandes, ce sont des gens qui peuvent être immédiatement efficaces
que ce soit pour la gestion d'un site web, pour du web marketing, du community management, ils sont opérationnels pour formation immédiate. D'accord. Okay. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la rentrée prochaine. On sera à vos côtés et on est très fiers. Voilà. En tout cas, moi je suis très fière au nom du groupe La Poste de vous soutenir, voilà, et d'être présent. Et je suis très fière de ces étudiants que je croise très souvent et qui me font vraiment plaisir à voir et à revoir. Voilà. Je vais me permettre quand même que tu passes la parole à notre binôme. Ouais. Moi, je tenais à te remercier personnellement parce qu'au travers de toi, et c'est un message que je te porte de la part de nos étudiants aussi, tu es la marraine, mais au travers de toi, je veux dire, on n'aurait jamais eu non plus cette lumière humaine et ces événements qu'on a pu créer avec toi. Et donc, bien sûr, je t'adresse mes remerciements, mais surtout et aussi à Ayumi, parce qu'en effet, on n'aurait jamais organisé Women Tech aujourd'hui sans toi et sans elle, quoi. Donc voilà, donc un grand merci à vous. Merci à toi. Et bien voilà, donc on va enchaîner maintenant avec notre duo, donc Vanessa et Bakary. Là, l'objectif, c'est d'échanger sur un événement, un grand événement postal. Ça s'appelle la French IoT. Je vais laisser Vanessa expliquer le concept effectivement de la French IoT, son évolution, et puis peut-être échanger aussi sur ce modèle de start-up, puis que tu nous donnes un petit peu tes réactions sur la crise, la façon dont elle surmonte ou pas cette crise, comment elle s'adapte. Et puis avec Bakary, on parlera de sa réussite assez incroyable, et puis aussi de ce que la French IoT lui a permis, j'espère, en tout cas dans les mois derniers. Puis on évoquera un sujet, moi, qui me tient très à cœur, autour des commerçants et de la proximité et le travail que tu es en train de mener. Voilà, donc Vanessa, rebonjour, et puis merci d'avoir accepté cet échange. Alors en quelques mots peut-être, la French IoT, qu'est-ce que c'est, en quoi le concept il a évolué? Et voilà, la parole à toi. Vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, French IoT, c'est un programme du groupe La Poste qui accélère le développement des startups dans les services connectés. Donc tous les services qui vont simplifier la vie, comme tu l'as rappelé, Florence, des entreprises, des particuliers, des citoyens. Et notre objectif, c'est de les rendre plus solides au travers de notre programme, de l'accompagnement, de l'accélération, tout simplement parce que c'est ça qui va rassurer nos futurs partenaires et nos futurs clients, les rendre solides, les faire progresser en 6 mois. Et on va leur accorder effectivement un grand crédit à la sortie d'un programme d'accélération. Et puis pour nous, c'est une belle alliance de l'agilité entre les startups et puis de nos capacités, nous, grands groupes, à les accompagner. On accompagne par notre expertise dans le numérique, par notre expertise aussi dans les finances, dans la vente, la mise en réseau également, vu que nous sommes un groupe qui participe à des salons et des événements. Donc cette année, on constitue la 6e promotion et l'appel à candidature d'ailleurs est ouvert jusqu'au 10 juin. Je sais que vous êtes très actifs. Voilà. Et comme tu l'as souligné, Florence, cette année, on a fait évoluer le dispositif. Donc on va avoir un double challenge. Non seulement trouver de très belles startups qui vont pouvoir grandir à nos côtés, que l'on va accompagner, mais en plus, on fait une barre assez haute. On va relever un double challenge. Cette année, on veut 100% de startups engagées, c'est-à-dire qui partagent avec nous cette notion, comme tu le rappelais, qu'on peut concilier les choses, c'est-à-dire qu'on peut faire à la fois du numérique et de l'éthique, notamment l'éthique sur la data. On peut faire du connecté sans avoir un impact environnemental négatif. On peut également faire de l'inclusion grâce au connecté. Et puis, on peut faire du numérique sans transiger sur nos valeurs et notre engagement. C'est la parité cette année. C'est-à-dire que dans les lauréats que nous aurons et que nous allons sélectionner ensemble, on souhaite effectivement avoir 50% de start-up avec des femmes au board et 50% de start-up avec des équipes plutôt fondées par des hommes. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, parce que moi j'ai un petit... Voilà, non, on t'a très bien entendu. On t'a très bien entendu. On a bien entendu justement cet objectif de parité qui est quelque chose qui est beaucoup plus poussé en fait cette année dans le cadre du concours French IoT. Moi, j'avais une question. Justement, pour revenir à ce que vous disiez avant, c'est nous avons depuis 5 ans exactement les mêmes pourcentages que ce que nous avons dans le monde du numérique en général et dans l'entrepreneuriat. C'était pendant uniquement 9% de start-up avec des femmes au board.
Et ça ne décollait pas en 4 ans. Et c'est l'année dernière que nous avons commencé à agir, commencé à plus parler auprès effectivement des femmes entrepreneurs. Et ça a légèrement progressé. On est quand même passé de 9 à 33% de startups dans la promotion, donc ce qui est plutôt bien. Et donc cette année, il n'y aura pas d'option. Ce ne sera pas une option, c'est 50%. Je rebondis sur ce que disait Emmanuel tout à l'heure et sur justement cet accompagnement des femmes. Est-ce que tu partages ce point de se dire que et c'était un sujet qu'on avait évoqué l'an dernier en Normandie. Après, c'est compliqué de passer des paroles aux actes. C'est pas toujours simple. Ce côté de dire plus on y va tôt et plus on arrive à montrer des choses et à faire témoigner aussi des personnes qui ont réussi, ça donnera envie et ça enlèvera ces freins qui sont quand même souvent des freins qu'on a les unes et les autres autour de dire je suis pas capable, j'y arriverai pas, etc. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Le fait d'avoir des exemples inspirants, le fait de montrer que c'est possible, je pense que c'est important. Et effectivement, plus on tire le fil, plus il faut aller très très tôt dans la scolarité. Ça, on s'en rend compte. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler. Donc nous, par exemple, l'année dernière, on avait plus communiqué effectivement vers les startups fondées par des femmes. On avait essayé de les engager. On était intervenus. D'ailleurs, merci beaucoup. Et c'est l'occasion de participer à ces belles initiatives comme Women in Tech l'année dernière pour justement parler à un public qui peut être plus réceptif. Parce que souvent, les femmes se cachent. Même dans les salons, quand on va dans les salons, quand on discute avec des start-upers, on se rend compte que souvent, derrière la personne que nous avons en face de nous, qui est souvent le commercial, se cache une femme qui a fondé la start-up, mais elle n'est pas là. Donc voilà, faut vraiment y aller, faut communiquer très largement, faut activer les réseaux, c'est très important, et il faut travailler ce que tu disais, c'est-à-dire les freins. Et donc, dès l'année dernière, nous, ce que l'on a fait, c'est aussi dans le programme d'accélération, parce que c'est par petites touches qu'il faut le faire aussi, et il faut penser à tous les détails. On a mixé les intervenants. C'était vraiment moitié-moitié, intervenant femmes, intervenant hommes, y compris même sur des choses, on a un petit peu bousculé les codes. En communication, c'était plus un modèle, un homme pour le coup, alors que sur des métiers plus techniques, on faisait intervenir des femmes. On l'a même pas fait exprès, mais on s'est rendu compte que ça avait plutôt bien marché, ça avait été bien perçu et ça donnait le sentiment qu'on pouvait effectivement aller au-delà. Et il faut en plus travailler en permanence plein de petites notions. Accepter de demander de l'aide. Postuler à un concours comme le nôtre par exemple, c'est accepter d'obtenir un prix, c'est oser se mettre en avant, parce que très souvent il y a ce biais du sentiment, vous savez le fameux sentiment d'imposture, et qui fait que on n'a pas envie de candidater, voilà. Donc, c'est tout cela qu'il faut travailler. Il faut le travailler à la fois en communiquant largement avec les rôles modèles et en même temps avec tous ces intervenants qui permettent de travailler progressivement les petits. Une dernière question, alors du coup un peu rapide. Les startups, comment tu les as vues traverser cette crise dans laquelle on est encore évidemment? Qu'est-ce que tu vois, l'adaptabilité, enfin voilà, les sujets de fond, etc. Qu'est-ce que tu pressens? En fait, la crise, elle a vraiment été traversée par toutes les entreprises un peu de la même façon. Je retrouve un peu les mêmes étapes chez les start-upers. On a communiqué très largement avec les différentes promotions. On a fait un after-work virtuel pour prendre la température. Il y a eu une énorme phase d'adaptation, comme nous tous, où il a fallu très rapidement rapatrier les équipes, mettre en place les mesures sanitaires, s'assurer que la trésorerie de l'entreprise était préservée à horizon 12-18 mois. Donc, beaucoup de choses qui ont été communiquées pour faire appel au PGE, aux mesures BPI, etc. Donc ça a été une grande agilité de la part des startups. Et effectivement, je pense que comme même les grands groupes, elles n'y étaient pas tout à fait préparées, mais elles ont une agilité naturelle. Et puis, par contre, ce que ça a permis, là, c'est une accélération. Alors, ce que ça n'a pas permis, effectivement, ça a mis un petit peu en suspens tout ce qui était levée de fonds aujourd'hui, mais ça leur permet de travailler le dossier justement de financement. Donc ça, c'est pas mal, mais ça retarde, voilà. Également, il y a un frémissement de retour de commandes côté client. Donc il y a eu un petit arrêt, mais finalement, il n'a pas été si long que ça. Et là, ça redémarre sur le mois de mai, donc c'est plutôt positif. Et puis, par contre, ça leur a permis de beaucoup accélérer les méthodes du à distance. Mieux répartir les rôles. Donc, ça leur permet aussi d'être encore plus robustes, plus structurés, mieux répartir les rôles, les modalités d'interaction entre eux. Donc, voilà, c'est beaucoup quand même de positif dans cette phase qui leur permet de devenir extrêmement résilients.
Merci beaucoup, Vanessa. Je sais pas, on a un petit souci. Non, ça y est, c'est reparti. Merci beaucoup. Alors, on a une transition toute faite pour accueillir Bakary Camara. Je suis très fière voilà, que tu as accepté de participer à ce moment d'échange. Alors, effectivement, on aurait pu aussi accueillir, on aurait bien aimé aussi accueillir Virginie. Tu vas nous expliquer aussi ton entreprise. Elle avait une impossibilité aujourd'hui, donc ouais, elle va nous regarder. Je suis un petit peu désolée qu'elle soit pas là, mais c'est ainsi. Merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être voilà repréciser les contours de ta start-up et puis peut-être dire en quelques mots en quoi ce French IoT où voilà où nous avons travaillé ensemble l'an dernier t'as ouvert quelques portes, t'as permis des rencontres intéressantes tout d'abord. Ouais, bonjour à tous. Mais c'est moi qui suis honoré d'être invité à cette conférence. Juste en préambule et pour rebondir vraiment sur les derniers mots d'Emmanuel tout à l'heure, je pense qu'avant toute chose, effectivement, moi j'aimerais rendre hommage à l'humain en général parce que je pense qu'on le souligne pas assez et que on a beau mettre en place des dispositifs, je pense que là voilà, c'est vraiment l'occasion à mon tour là de remercier les gens qu'on est en contact. Euh, J'allais dire en permanence sur ce dispositif. Je parle en région, effectivement, de toi Florence, de Véronique aussi, qui est très présente, et puis à distance Clara qui s'occupe des réseaux sociaux de la French IoT, qui fait un relais incroyable de nos infos et qui nous suit, et ça c'est vraiment très 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 appréciable. Donc voilà, et qui fait très bien le lien, j'imagine, avec les services de Vanessa. Donc ça, pour moi, c'est très important. Ensuite, je me retrouve et on se retrouve complètement dans ce qui a été dit par Vanessa, à commencer effectivement par cette mixité que nous on représente parce qu'on a cette gouvernance mixte avec Virginie. Alors effectivement là, elle est occupée, elle n'a pas pu être présente et ça aurait été le meilleur témoin pour participer à cette conférence. Et en même temps, elle répond complètement, en tout cas notre situation répond complètement au constat de Vanessa, c'est-à-dire que effectivement, voilà, moi j'ai pas peur de la lumière, j'ai pas peur effectivement de défendre notre projet et c'est pas du tout le cas de Virginie qui elle se définit comme vraiment un travailleur de l'ombre, etc. Même si elle est beaucoup dans les prises de décision, elle intervient beaucoup dans les stratégies. Elle a un rôle clé dans l'entreprise et dans sa gouvernance. Et pourtant, voilà, c'est souvent moi qui est mis en avant sur les communications, etc. Et voilà, c'est vraiment une question de nature. C'est une question de nature. Et on aimerait équilibrer les choses parce que, en plus, je pense qu'on y gagnerait à double titre. Qu'on serait deux à pouvoir répondre à des sollicitations de visibilité. Donc, on y gagnerait vraiment. Donc voilà. Je tenais vraiment à souligner ce côté relevé par Vanessa. Et oui, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Alors, le monde de la start-up, justement, comme c'est un monde un petit peu casse-cou, un petit peu risqué, etc., il répond peut-être pas naturellement à ce qu'est la femme dans l'entrepreneuriat, à savoir effectivement quelqu'un de très rationnel, de très terre-à-terre, et qui a justement ce rôle de nous ramener souvent voilà, à quelque chose de réaliste et voilà, quoi, d'arrêter de nous faire nous envoler un petit peu trop rapidement. Donc je pense que voilà, ça se retrouve dans ce tempérament et j'encourage vraiment tous les entrepreneurs à s'entourer effectivement, si c'est pas le cas, d'une femme dans la gouvernance et à contrario, une femme aussi seule dans sa gouvernance doit avoir un petit peu le pendant masculin pour avancer. Voilà. Donc moi je suis à double titre, donc ici effectivement il y a cette mixité dans la gouvernance et puis l'autre cas effectivement c'est notre présence au sein de cette communauté French IoT. Alors on a candidaté effectivement l'an dernier dispositif. Alors on a une activité qui se retrouvait pas forcément exactement dans les différentes catégories que recherchait la French IoT. Ceci dit, voilà, encore une fois, grâce à l'humain, grâce aux échanges, eh bien, voilà, on a estimé au groupe La Poste qu'on avait notre place dans cette communauté. Eh bien, oui, pour échanger,
pour aussi bénéficier de certains avantages, la visibilité, etc. Donc ça c'est très important. Ensuite, cas concret pour nous, eh bien ça a été l'occasion d'être présenté eh bien aux salariés de la Poste lors d'une journée dédiée alors c'était la période de Noël justement où Exactement. La French IoT donc a invité les startups de la French IoT chez DocaPost, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Voilà, de manière à présenter en primeur donc aux salariés nos innovations et qu'ils puissent présenter, qu'ils puissent être un petit peu l'occasion de faire des cadeaux de Noël avec des tarifs et des conditions avantageuses. Après, il y a effectivement toute cette visibilité qui est relayée par la French IoT au travers des réseaux sociaux. Et puis, bon, bah là, malheureusement, il y a eu le confinement, donc le salon de la tech n'a pas eu lieu. Mais on était par exemple invité à être présent sur l'espace de la Poste à ce très grand salon international de l'innovation. Donc voilà, tout ça sont les avantages que permet la French IoT. Alors 2020, c'est une nouvelle année pour la French IoT, Vanessa en parlait. Et je crois que justement, tu as un projet qui nous intéresse tout particulièrement. Alors moi, il me tient à cœur, mais je crois que Emmanuel aussi, c'est un sujet autour de la proximité et des commerçants. Et là aussi, on est dans le même registre que tout à l'heure. C'est on dit commerce, donc commerce c'est humain, c'est proximité. Quel est le rapport avec le web? Comment on travaille là-dessus? Évidemment que le commerce de demain, il fera les deux et il faudra qu'il y ait les deux. Et c'est aussi criant aujourd'hui dans la crise du coronavirus, puisqu'on voit à quel point les commerçants ont dû déjà s'adapter. Nous, c'est pas du tout pour faire de la publicité, mais on a effectivement nous un site qui s'appelle Ma Ville Mon Shopping, voilà, qu'on a mis gratuitement à disposition des commerçants et qui leur permet justement de pouvoir référencer des produits et mettre en avant ces produits. Donc c'est très important. Je pense aussi que le groupe La Poste soit vraiment positionné comme cela dans le cadre de la crise. Et toi, je sais qu'il y a une idée depuis longtemps qui te taraude. Tu avais même travaillé dessus il y a quelque temps pour des commerçants de Rouen et tu nous l'as proposé. Et voilà, j'aimerais bien t'entendre sur ce sujet-là. Ouais, exactement. Alors donc le contexte, c'est effectivement cette situation de Covid-19 et de confinement qui a fait que pour nous, hein, qui faisons des protèges tibia connectés pour la pratique du football, eh bien, on a connu cet arrêt brutal des activités sportives. Donc, très peu d'intérêt pour nos clients d'acheter des protèges tibia alors que les terrains sont interdits. Donc, effectivement, donc ralentissement d'activité. Comme l'a dit tout à l'heure Vanessa, effectivement, on a beaucoup travaillé sur notre structuration, notre organisation interne, et puis travailler aussi de nouveaux services, etc. Mais ce qui nous a laissé quand même un peu de temps pour réfléchir à d'autres sujets. Et en l'occurrence, pour nous, ça a été de se dire comment on peut être solidaire dans cette période. Et puis, avec notre passé de commerçant, et là encore, hein, ça concerne pas que moi, c'est Virginie et moi qui avons été ensemble commerçants il y a une époque. C'est de se dire voilà comment on peut venir en aide à cette catégorie d'entrepreneurs qui est souvent délaissée. Et le constat est criant, c'est-à-dire que sur cette période, je pense qu'en termes de start-up ou d'autres entreprises ont eu pour bénéfice de pouvoir avoir des aides de l'État, des aides de région, etc. Et les commerçants qui ont subi une fermeture assez brutale ont pas eu ces possibilités. J'en ai des amis très proches qui sont restaurateurs, etc. C'est très très compliqué pour eux et ils ont du mal à envisager effectivement cette reprise. Donc on s'est dit voilà comment devenir solidaire dans cette période. Et là effectivement on a sorti du tiroir une application mobile qu'on avait commencé à développer et tester sur Rouen il y a quelques années. D'ailleurs on avait fait le test en collaboration avec La Poste. Hein, on avait utilisé les services. Alors à l'époque c'était Facteur Plus où effectivement c'était les facteurs qui nous avaient permis de faire prendre connaissance de cette application aux commerçants en allant chez chaque commerçant distribuer des tracts et leur expliquer un petit peu le fonctionnement de l'application. Bon, on avait bénéficié de ce service-là. Et bon voilà, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de modèle économique, etc. Donc ça demandait des développements et des financements qu'on n'avait pas. Et là, pour nous, c'était vraiment le contexte idéal pour ressortir du tiroir cette application, la retravailler, la redévelopper, donc mettre un peu de temps dessus et d'énergie pour venir vraiment en aide à ce secteur très très sinistré. Donc, en quelques mots, c'est ramener le contexte des offres flash qu'on connaît hein, dans la grande distribution ou sur des gros sites internet
des grosses places de marché, ramener ce contexte-là au contexte du commerce de proximité. En l'occurrence, un commerçant où qu'il soit, que ce soit en milieu citadin ou rural, eh bien de chez lui, de son propre magasin, va pouvoir prendre en photo un article et le mettre sur une durée limitée en promotion, avec une visibilité qui dépasse la visibilité de sa propre clientèle en fait. Donc ce sera vraiment tous les détenteurs de l'application, sans limite de territoire. Donc une offre publiée à Rouen est visible aussi à Marseille. Sauf que là, on est dans une sorte aussi d'équité, puisque le fil d'actualité apparaît en fonction de la localisation du porteur de l'application. Donc effectivement, on va afficher les offres les plus proches du porteur et de l'utilisateur de l'application. Donc il y a à la fois cette solidarité, donc de mettre à disposition gratuitement cette application, et puis il y a la notion effectivement de ramener vraiment une équité autour de toute cette population de commerçants, qui soit à la ville, à la campagne, quelle que soit son activité, un producteur local, une enseigne de vêtements, etc. Voilà, il y a toute cette réflexion autour de ça. Et puis, gros point à souligner sur le fonctionnement de cette application, c'est vraiment un objectif de recréer la relation sociale, de remettre un contexte de lien social avec son petit commerçant. Donc on a prévu dedans des moyens de communiquer directement par téléphone, de s'envoyer des textos, de réserver aussi les produits et ainsi de décrémenter les stocks du commerçant. Enfin voilà, il y a tout un jeu de notifications, etc., qui permet vraiment de recréer cette relation. Ok, merci beaucoup. Bon, voilà, Bakary, il a pitché, hein, il est prêt pour le concours. Il a pitché déjà ce soir. Donc, voilà. En tout cas, c'est l'occasion, cette application-là, c'est aussi l'occasion de recandidater au concours. Exactement. Avec cette notion effectivement solidaire, éthique. Et puis, pourquoi pas trouver des synergies avec effectivement le programme Ma Ville, Mon Shopping qui a été mis en place par la Poste. Ouais. Ben, j'espère bien. Je ferai tout pour, en tout cas. Merci beaucoup. On a été assez bavards, mais il y a quelques questions. Il y a une question pour Vanessa. Alors, on va essayer d'y répondre rapidement parce que du coup, je vois qu'on est déjà à 38 minutes. Alors, c'est pas forcément facile d'y répondre rapidement. C'est quel type d'accompagnement apportez-vous aux startups? Alors, si tu peux, voilà, rapidement nous. Bakary a déjà beaucoup répondu effectivement sur l'accompagnement. Enfin, déjà, ça donne accès à la communauté. On a 250 startups. Vous faites partie d'un groupe privé sur LinkedIn. On essaye d'envoyer un maximum d'informations pour mettre à profit tout ce que l'on a à droite à gauche parce qu'on est adhérent de beaucoup de choses directement auprès de toutes les startups. Et puis, entre elles peuvent se renseigner. J'ai fait du crowdfunding. Vous en pensez, ou je vais devoir en faire. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Voilà, d'échanger, même si on est à Lille, Marseille, etc. Et que dans son écosystème, on n'a pas les exemples à proximité. Donc, la communauté, c'est important. La deuxième chose, la visibilité, les salons. Donc, effectivement, en ce moment, ce n'est pas vraiment d'actualité, mais pour le autant, on n'abandonne pas et on sait qu'il y a plein d'initiatives et d'innovations en la matière. D'ailleurs, c'en est une aujourd'hui. C'est génial ce qu'on fait à distance. Donc, on a noté toutes les startups qui devaient nous accompagner et on va faire des choses pour celles qui n'ont pas pu participer à des salons, bien évidemment. Donc, ça, on a toujours dans les tuyaux. Donc, de la visibilité, de la mise en relation avec nos partenaires grands comptes, avec nos entités internes d'Ocapost, La Poste, pour mettre en place des pilotes, pour devenir des partenaires. Il y a des startups qui répondent à des appels d'offres avec nous, qui sont des prestataires pour nous, etc. Pour nos besoins internes, par exemple. Donc, voilà, il y a ça. On a également, alors là, malheureusement, Bakary, tu n'en as pas bénéficié parce que tu n'étais pas sur les tout derniers finalistes l'année dernière. Mais effectivement, pour les finalistes, on a l'accélération sur 6 mois. Donc là, ce sont des masterclass, des ateliers, du mentoring, énormément de choses à porter. Et puis, sinon, on donne l'accès effectivement à pas mal de savoir-faire. Mais là, vous en avez tous, vous pouvez y avoir accès. Donc, faut pas hésiter à nous demander. Dès que vous voulez, notamment une indication sur des investisseurs, sur comment faire certaines choses, etc. Nous sommes à l'écoute. On a une adresse dédiée pour la communauté et nous essayons d'y répondre au mieux pour que toutes ces startups puissent bien grandir et devenir des beaux champions dans chacune des régions.
Très bien. Écoutez, on va conclure, je crois. J'essaie de voir s'il y a des questions, mais en fait, je vois qu'on est vraiment presque en retard d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'était passionnant d'échanger avec vous. Enfin, moi, j'ai passé un très bon moment. Je vous remercie mille fois d'avoir accepté ce challenge. Et puis merci à Marie-Maï que je ne vois pas, mais qui Avec nous. l'équipe Elle arrive, elle arrive, elle arrive. ouais, qui nous aide au quotidien. Merci à Véronique Borde qui n'est pas là mais qui nous écoute et qui me soutient au quotidien. C'était vraiment très très agréable de passer ce moment ensemble. Un grand merci encore à Ayumi de nous avoir conviés. Voilà, je pense que c'était important de partager ce moment. On aurait pu être ensemble parce qu'on avait un Women in Tech 2 qui devait se passer à Paris et puis voilà, donc il va être remis à une date ultérieure. J'espère qu'on y sera tous ensemble d'ailleurs pour témoigner. Et puis je vous dis que la Normandie c'est bien, donc venez donc passer des vacances en Normandie, il fait beau, les plages sont réouvertes. Et puis sur le concours French IoT, effectivement on est pas mal placé, Vanessa, mais si on pouvait encore être meilleur, donc je lance un appel, il reste encore quelques jours, donc voilà, venez participer. Et soyez nombreux à y participer. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous et merci encore d'avoir accepté cet échange. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.